À 7h43, l'émission politique avec la rédaction Hubert Hurtas des Matins de France Culture. Aujourd'hui, l'invité Najat Vallaud-Belkacem. Rebonjour, fini le petit café. Rebonjour. Il reste un croissant. Najat Vallaud-Belkacem, bienvenue dans les Matins. Je rappelle que vous êtes ministre du droit des femmes et porte-parole du gouvernement. Autant dire qu'avec vous, on peut théoriquement aborder absolument tous les sujets qui préoccupent le gouvernement aujourd'hui. Et Dieu sait s'il y en a. Je voudrais préciser qu'à 34 ans, vous êtes ce qu'on appelle la benjamine du gouvernement et donc son porte-parole. Parole du gouvernement aujourd'hui qu'on a du mal parfois à entendre. Nous vous demanderons de nombreuses questions, tant cette parole est polluée par ce que l'on appelle en bon français le Hollande bashing. Il faut dire que plusieurs dossiers doivent compliquer votre tâche pour expliquer à la fois la position du gouvernement sur le vote du traité européen qui déchire parfois la majorité, le recul symbolique sur la taxation des plus-values, les critiques sur la politique sécuritaire d'Emmanuel Valls, le tout nouveau projet de loi en vue sur le terrorisme, également les questions de parité, de prostitution et puis même, qui sait, de ce qui arrive à Sciences Po. Vous en parlerez dans le journal, mais j'aurais rappelé tout de même, Najat Vallaud-Belkacem, que dans le numéro de La Vie du 5 juillet 2012 à Gérard Miller, vous confiez que fille de père, votre père étant ouvrier du bâtiment, votre mère étant femme au foyer, tout avait changé quand vous avez été admise à Sciences Po. Imaginez, dites-vous, j'arrivais d'Amiens, d'une zone d'éducation prioritaire où une personne ne connaissait pas les grandes écoles, et je me suis retrouvé entouré de gens qui se préparaient à faire partie de l'élite du pays depuis leur enfance. Tout était nouveau. Venir à Paris, m'installer seul et libre, commencer à m'intéresser à moi. Voilà donc, entre autres, le bon temps peut-être de Sciences Po. Nous y reviendrons ensuite. Peut-être pour démarrer, cette page dans les Échos, puisqu'après tout, n'oublions pas que vous êtes ministre du droit des femmes et qu'on ne fera pas passer forcément ce sujet en fin d'émission, comme on dit. Commençons avec la page des Échos, page 5, égalité salariale, vers des contrôles renforcés. Un rapport de l'IGAS dénonce la rareté et l'inefficacité des contrôles sur l'obligation des entreprises d'être couvertes par un accord ou un plan d'action sur l'égalité homme-femme. Le ministère du Travail et celui des droits des femmes, le vôtre, vont simplifier ces contrôles pour les généraliser. D'un mot, par exemple, les Échos ont obtenu copie et conclut de ce rapport, et lu ce rapport, et il conclut que l'efficacité du dispositif en son état actuel est amoindrie par ses défauts de conception. Et l'IGAS déplore que l'administration ne se donne pas les moyens de faire respecter les obligations. Najat Vallaud-Belkacem. En fait, le sujet est simple. Ça fait maintenant 40 ans qu'on a adopté successivement une dizaine de lois sur la question de l'égalité professionnelle, rappelant à chaque fois des principes simples à travail égal, compétences et qualifications égales, salaire égal. Et on constate que de fait, les écarts de rémunération en moyenne sont toujours de l'ordre de 27% en France entre les hommes et les femmes. Alors vous me direz, une partie de ces écarts est explicable par des raisons et des racines bien plus complexes. De temps partiel, de surprésence des femmes dans un certain nombre de métiers plus précarisés, etc. Enfin, il y a quand même une partie qui est de la discrimination pure et simple, c'est-à-dire qu'encore une fois, sur le même travail, eh bien, on n'aura pas le même salaire. Et la question, c'est comment est-ce que, depuis des décennies maintenant, les entreprises ont pu ne pas se mettre en conformité avec leurs obligations ? La réponse est peut-être tout simplement qu'on n'a pas mis les moyens pour rendre ces obligations réellement coercitives. Mais quels moyens? Punir? Eh bien, surveiller les moyens, punir? non, les moyens, c'est d'abord évidemment prévoir des sanctions fermes. Ça a été fait en 2010. Souvenez-vous, dans la réforme des retraites, on prévoit un article 99 dans lequel on précise que les entreprises qui n'entament pas de négociation sur la question de l'égalité professionnelle ou ne prennent pas de plan d'action peuvent être sanctionnées financièrement jusqu'à 1% de leur masse salariale. Il n'y a aucune sanction qui n'a été prise selon l'IGAS. Et de fait, vous avez raison, et l'IGAS ne fait que rappeler la réalité que nous avons découvert très vite en arrivant aux responsabilités, c'est qu'aucune sanction n'a été prise depuis 2010 sur ce sujet. Pourquoi aucune sanction n'a été prise? Parce que l'article 99, stratégie ambiguë et juridiquement fragile. Mais derrière, vous avez eu un décret d'application qui a vidé de sa substance cet article 99 et ce principe et cette sanction. Comment l'a-t-il vidé de sa substance? En finalement prévoyant de façon très très lâche
que l'inspection du travail puisse passer de temps en temps dans les entreprises et faire ce qu'on appelle un contrôle sur place et vérifier sur place si l'entreprise a entamé une démarche, que ce soit un plan d'action ou une négociation. Si rien n'a été fait, si l'entreprise n'a pas rempli ce qu'on appelle le rapport de situation comparée dans lequel on met toutes les données qui permettent de comparer finalement la situation d'une année sur l'autre, eh bien, l'entreprise est mise en demeure, mais a 6 mois pour se mettre en conformité avec ses obligations. Donc vous voyez comme tout ce système est de plus en plus lâche finalement, parce que on se dit d'abord... Donc vous voulez quoi? Vous voulez taper du poing sur la table et faire quelque chose? D'abord, entre nous, on sait bien que... on sait bien que l'inspection du travail, qui a beaucoup de choses à faire, n'a pas forcément ni le temps ni les moyens d'aller se consacrer à un sujet comme l'égalité professionnelle quand elle doit se consacrer à d'autres sujets comme la santé au travail. Mais vous allez lui mettre des moyens? Donc, il s'agit d'abord de renforcer d'une certaine façon, en effet, les moyens de l'inspection du travail, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que plutôt que d'attendre que l'inspection du travail passe dans une entreprise pour effectuer ce contrôle, il faut imposer aux entreprises de nous envoyer au service déconcentré de l'État, évidemment pas directement dans mon bureau, mais au service déconcentré de l'État, nous envoyer leur plan d'action et leurs négociations. Et alors, l'instruction se fera en amont, si je peux dire, et nous serons en mesure de réagir si le travail n'est pas suffisamment fait et de faire s'appliquer la sanction s'il y a mauvaise foi manifeste. Vous allez vous y prendre comment pour imposer cela aux entreprises? Vous allez voter une nouvelle loi, réécrire ces décrets? Il suffit de réécrire le décret. En réalité, je reçois tout à l'heure, je réunis plutôt le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle qui réunit l'ensemble des partenaires sociaux avec lesquels nous allons réécrire ensemble ce décret parce qu'il s'agit simplement de lui assurer davantage d'efficacité. Et puis une deuxième chose qui me paraît importante, notamment pour les plus grandes entreprises, celles de plus de 300 salariés. La loi leur laissait jusqu'à présent la possibilité de choisir entre la négociation, c'est-à-dire avec les partenaires sociaux au sein de l'entreprise pour savoir comment on fait pour aller vers plus d'égalité professionnelle, ou alors ce qu'on appelle le plan d'action unilatéral, c'est-à-dire que c'est la direction qui impose d'elle-même ce schéma de comment on fait pour aller vers l'égalité pro. Eh bien, moi j'estime qu'aujourd'hui, il faut donner la priorité à la négociation avec les partenaires au sein de l'entreprise. Les partenaires sociaux qui sont, dit les Échos, en tout cas favorables à utiliser des pistes. Qui sont favorables. En même temps, le contraire serait assez étrange à défendre, mais bon. Oui, vous savez, c'était très intéressant en juillet dernier parce que, à l'occasion de la grande conférence sociale, nous avons longuement abordé la question de l'égalité professionnelle avec les partenaires sociaux et nous avons mis le doigt sur quelque chose qui peut faire mal quand on en fait le diagnostic. C'est qu'au fond, si l'égalité professionnelle a si peu avancé ces dernières années, c'est qu'il y a une espèce de triangle de fragilité. Fragilité de l'État qui adopte des lois mais qui ne veille pas à ce qu'elles soient réellement appliquées, fragilité des organisations syndicales qui ont tellement de choses à défendre au sein de l'entreprise qu'elles ne font pas vraiment toujours de l'égalité professionnelle une priorité, qu'elles ne mettent pas ce sujet en avant forcément. Fragilité des entreprises aussi qui finalement se sentent dépassées par ce sujet de l'égalité professionnelle en se disant mais tout ça, ça relève de l'éducation, de l'orientation, de la société et ça me dépasse. Il ne faut plus que ça nous dépasse et donc nous mettons nos forces en commun pour résoudre ce problème. Vous disiez, puis ensuite on va passer à un autre chapitre, en entrant en matière, que depuis 25 ans, on cite toujours les mêmes statistiques. Vous pouvez vous engager ce matin à ce que, dans 5 ans, cette statistique de 25 à 30% de salaire moyen, par exemple, inférieur pour les femmes, de ce temps partiel, toujours très supérieur pour les femmes, que ces statistiques baissent enfin? Ah bien sûr, c'est mon combat. Vous allez tordre le bras. Je ne vous donnerai pas de chiffres précis. Je ne pense pas que ce soit le but du jeu, mais en tout cas, mon combat, c'est de faire reculer le temps partiel contraint. C'est de faire reculer la précarité dans ces métiers où on retrouve les femmes de façon surreprésentée. C'est de faire que les femmes puissent avoir un panel de possibilités aussi important que celui des hommes. Retenez un seul chiffre parce qu'il m'a toujours semblé frappant, c'est que la moitié des femmes actives dans notre pays aujourd'hui se concentrent sur 11 familles de métiers sur 87 en tout. Ça veut dire quand même qu'elles ont un horizon beaucoup plus restreint que celui des hommes. Donc il faut faire en sorte qu'elles puissent être, au moment de l'orientation, incitées à avoir
avoir des choix plus larges. Et puis, il faut évidemment lutter contre ce que j'appelle la discrimination pure, c'est-à-dire à travail égal, pas salaire égal. Et ça, c'est la loi qui doit s'appliquer dans toute sa fermeté, c'est ce que nous ferons. Najat Vallaud-Belkacem, un des engagements de campagne de François Hollande était notamment, entre autres, ça avait fait d'ailleurs déjà couler pas mal d'encre, la réforme du congé parental. Alors, il semblerait qu'elle s'annonce plutôt difficile parce que finalement, même si tout le monde demande à moderniser ce fameux congé parental, finalement, les associations de familles familiales au sein de l'UNAF sont hostiles à cette remise en cause dans sa forme actuelle et notamment, par exemple, ne veulent pas qu'on évoque cette fameuse trappe à l'inactivité concernant sa durée et ne veulent pas qu'on rogne sur sa durée. Est-ce que la réforme là aussi, une de ces promesses de campagne sera plus compliquée à tenir que prévu? C'est un sujet vraiment suffisamment intéressant pour qu'on s'y arrête un instant, le congé parental. D'abord, de quoi parle-t-on? Parce que j'ai remarqué que souvent, les gens mélangeaient un peu tout. On ne parle pas du congé maternité, on ne parle pas du congé paternité, on parle du congé parental. Voilà. Donc le congé maternité, évidemment, il faut le sanctuariser. Le congé paternité, il faut inciter les hommes à le prendre dans son intégralité, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Et puis ensuite, on parle donc, nous, du congé parental, c'est-à-dire notamment celui qui, à partir d'un certain nombre d'enfants, peut vous amener, quand je dis vous, c'est souvent une femme, 97% des cas, c'est les femmes qui le prennent, à vous absenter jusqu'à 3 ans du marché du travail. Et je pense que vous avez tous autour de vous les cas de ces avec femmes 566 € par mois. Voilà, avec une indemnisation, plutôt qu'une rémunération, une indemnisation d'un peu plus de 500 € par mois. Vous avez tous autour de vous, sans doute, en tout cas moi j'en ai beaucoup, ces femmes qui, finalement, se sont absentées pendant 3 ans, ont fait un calcul rationnel d'une certaine façon, et puis au bout de 3 ans, eh bien, sont dans l'impossibilité de revenir sur le marché de l'emploi. C'est quand même extrêmement préoccupant parce que du coup, quel est leur choix? Soit continuer à rester à la maison, soit en tout cas y perdre en termes d'autonomie financière, d'indépendance, etc. Et la question qu'on peut se poser maintenant qu'on a un peu de recul sur ce dispositif, c'est en quoi est-ce que ça aide vraiment les femmes en tant que telles? En quoi est-ce que ça incite les hommes à être pères en tant que tels? Et donc, pour moi, la réponse est insatisfaisante à ces deux questions. Or, donc la durée est à remettre en cause? Ce qui est à remettre en cause, d'abord, c'est le fait que ce soit essentiellement des femmes qui le prennent. Ah oui, 95%. 95%, je crois que c'est parlant. C'est une dépense de 2 milliards d'euros pour l'État. Comment faire? Mais c'est pas tant en termes de dépenses que je réfléchis, moi. C'est comment faire pour que les hommes et les femmes soient à égalité devant la prise de ce congé parental. Pourquoi c'est important? C'est important dans l'absolu parce que c'est bien que père et mère puissent exercer leur fonction de parentalité. Mais c'est important parce que c'est l'une des racines des inégalités professionnelles qu'on évoquait tout à l'heure. L'une des raisons pour laquelle les femmes ont moins de progression de carrière, ont moins d'accès aux responsabilités, parce qu'on sait qu'elles sont susceptibles de s'absenter pendant jusqu'à 3 ans. Donc ça, si on veut faire l'égalité pro dans l'entreprise, il faut aussi faire en sorte que les hommes comme les femmes soient susceptibles de s'absenter, qu'il n'y ait pas de doute à l'égard des femmes supérieur à celui qu'on pourrait avoir à l'égard des hommes. Et puis troisième chose, on ne peut pas franchement vivre avec 500 et quelques euros pendant 3 ans. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas trouver le moyen de rémunérer davantage ce congé parental? Moins longtemps. Le rémunérer davantage, l'équilibre, la contrepartie, ce serait pour moins longtemps. Quel est le moyen terme de la négociation du compromis que vous pouvez avoir avec les associations familiales qui, pour l'instant, ne veulent pas réduire Alors, ce sujet, pour l'instant, est dans la feuille de route des partenaires sociaux, donc qui sont en train de négocier depuis le 21 septembre dernier sur ce que j'appelle, donc le titre de leur négociation, c'est l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Moi, je résume cela en disant qu'ils sont en train de négocier en réalité sur les angle mort de l'égalité professionnelle, sur ces fameuses racines de l'inégalité professionnelle qu'on n'a pas voulu jusqu'à présent traiter, le temps partiel contraint, l'articulation du temps de vie perso et pro, et donc la question du congé parental en particulier. Ils sont en train de négocier, laissons-les aboutir peut-être à un équilibre intéressant. Les associations familiales, évidemment, ont aussi leur mot à dire et c'est intéressant de les écouter, mais je crois qu'il faut d'abord prendre en considération la question des femmes à la fois comme mères de famille, mais aussi comme acteurs de l'entreprise et prendre en considération cette volonté que nous avons de garantir aux femmes et aux hommes les mêmes droits professionnels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 8h18, les matins de France Culture. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vinchet. Grave interrogation de votre part ce matin. Quand les impôts finiront-ils d'augmenter? Oui, je me fais un peu le relais de la presse qui titre, la presse économique en tous les cas, qui titre presque unanimement sur ce sujet. Alors, on voit bien que la politique que mène le gouvernement
gouvernement est la cure d'austérité la plus sévère depuis l'après-guerre, d'après Thierry Fabre dans un de ses magazines, Challenge. Candidat, François Hollande déclarait que l'austérité n'était pas une fatalité et il laissait entendre qu'il détenait la formule magique d'une relance de la croissance sans aggravation des dettes. Il promettait de renégocier le traité budgétaire souscrit par son prédécesseur, jugé trop contraignant et défavorable à la croissance. Il a donc fait machine arrière et engagé le pays dans la voie d'un retour programmé à l'équilibre des comptes publics. Cela déçoit certains économistes de gauche qui avaient appelé à voter pour lui, mais le pays avait-il le choix ? Comme l'a rappelé le Premier ministre, la dette publique française est soumise à la vigilance des agences de notation qui orientent les exigences des créanciers. Que se propage l'impression que l'État français risque de faire défaut sur une partie de ses dettes et les taux exigés pour continuer à lui prêter s'envoleront, rendant la facture intolérable. Curieusement, d'autres économistes qui prédisaient ce noir scénario il y a un an mettent en garde à présent contre une spirale récessive à la grecque ou à l'espagnole. Moins de revenus disponibles, du fait de hausses d'impôts, disent-ils, entraînera une récession et donc de moindres rentrées fiscales, ce qui rendra nécessaire un nouveau plan de rigueur. Fort bien. Mais encore une fois, avons-nous le choix ? Toute l'Europe est engagée dans des programmes d'austérité parce qu'il faut sortir de la crise des dettes publiques. Cela prendra du temps. Les États-Unis eux-mêmes n'y échapperont pas, aussitôt passées les élections. Il y avait un choix politique à faire entre hausse des impôts et économie budgétaire. Et c'est le premier que le gouvernement a privilégié. Contre l'avis des économistes qui, comme Patrick Artus, contre le sentiment majoritaire de l'opinion qui juge à 81%, je cite, qu'il aurait fallu faire davantage porter l'effort sur la réduction de la dépense publique. Les chiffres effarants, celui du niveau des prélèvements obligatoires qui va passer à 46,3% et du taux des dépenses publiques dans le PIB 56,3% contre 46, un peu moins de 46 même, en Allemagne, prévu par le budget pour l'an prochain, démontrent qu'en effet, il y aurait des économies à faire. Alors pourquoi les administrations françaises sont-elles plus budgétivores que toutes les autres en Europe ? Il faut savoir que les impôts ont augmenté de 16 milliards en 2011, de 20 milliards en 2012 et qu'ils vont augmenter de 28 milliards en 2013. Ici même, François Langlais nous expliquait qu'il allait falloir payer pour la crise. On a donc commencé. Mais une fois assumé le choix des hausses d'impôts, celles-ci sont-elles justement réparties ? Que les contribuables dont les revenus dépassent 150 000 euros par an paient dorénavant à partir de ce seuil 45% de leurs revenus et même 75% au-delà d'1 million, je pense que ça ne fera gémir personne. Plus discutable s'avère l'alourdissement des impôts pesant sur les entreprises, déjà très supérieur à ceux acquittés par nos principaux concurrents européens, ainsi que le principe selon lequel il faudrait aligner les impôts sur les revenus du capital et de l'épargne sur ceux pesant sur les revenus du travail. Car la fiscalité française sur le capital risque de devenir ainsi l'une des plus élevées d'Europe. Le gouvernement, on s'en souvient, envisageait d'imposer à hauteur de 62,2% les plus-values de cession contre 26,4% en Allemagne. Comme on sait, le ministre du Budget a promis de revenir sur cette gaffe qui avait provoqué le mouvement d'idées pigeons parmi les créateurs de start-up. Mais la même semaine, on apprend par la Cour des comptes que contrairement aux promesses, les niches fiscales, véritables trous de gruyère de notre système, allaient rester l'an prochain au même niveau que l'an dernier, soit un manque à gagner de 71 milliards d'euros pour l'État, l'équivalent de la totalité de l'impôt sur le revenu. Quant au débat sur la compétitivité, il oppose au sein même du gouvernement les partisans d'un relèvement de la CSG à ceux qui, comme Arnaud Montebourg, refusent absolument cette option. Tout ça fait un peu désordre. La chronique de Brice Couturier retrouvée sur franceculture.fr. Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement. Ah, vous voulez une réaction ? Écoutez, la réaction, c'est que votre présentation passe sous silence l'essentiel. Pour moi. Elle passe sous silence d'abord le fait que nous avons une situation en matière de déficit public, en matière d'endettement qui n'est plus supportable, qui n'est plus soutenable et qu'il faut absolument y remédier aujourd'hui parce qu'on a trop longtemps reporté les efforts à faire. Ça, c'est pas beaucoup dit pendant la campagne, comme je le disais. Nous l'avons dit, on nous a même reproché pendant la campagne présidentielle de ne pas promettre monts et merveilles aux Français parce que nous avons préféré en effet le discours de raison. Bon. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il nous faut absolument atteindre ce 3% de déficit qui est notre objectif en 2013 et l'équilibre des comptes en 2017 ? Ce n'est pas pour le plaisir d'être rigoureux ou pour obéir à une règle qui serait venue d'ailleurs. C'est simplement parce que nous voulons sortir de cette mécanique infernale
dans laquelle le premier poste de dépense de l'État français, c'est le remboursement des intérêts de la dette devant l'éducation nationale. Et donc nous voulons, nous, remettre l'éducation nationale comme premier poste de dépense. Troisième chose, nous avions ces dernières décennies laissé petit à petit se creuser une fiscalité de moins en moins progressive et de moins en moins juste. C'est-à-dire que proportionnellement, un ménage qui gagnait moins se retrouvait à payer proportionnellement par rapport à ses revenus plus qu'un ménage qui gagnait les sommes que vous avez évoquées, au-delà de 150 000 euros, voire au-delà d'1 million, avec une série de dégrèvements et de niches fiscales qui valaient d'ailleurs pour les ménages comme pour les grandes entreprises, qui sont devenues de plus en plus préoccupantes. Et donc, il nous a fallu tout reprendre. Tout reprendre, ça veut dire remettre de la progressivité. Chacun contribue en fonction de ses moyens. Ça vaut pour les ménages comme pour les entreprises. Ça veut dire aussi taxer de la même façon les revenus du capital que ceux du travail. Qu'est-ce qui justifie que finalement vous soyez taxé à hauteur de 45% ou de 40% sur votre salaire et que vous ne le soyez pas sur le rendement de votre patrimoine alors que finalement d'un côté vous avez le travail et de l'autre côté vous avez de la rente. Alors que la CSG sur les revenus du travail est de 8%. C'est ce que fait remarquer la presse économique et apparemment le gouvernement s'en était pas aperçu. La preuve c'est qu'il revient sur cette mesure. Non mais il ne s'agit pas de dire le gouvernement ne s'en était pas aperçu. Il s'agit de comprendre que nous sommes en train d'adopter une réforme d'ampleur sur la fiscalité, une forme de révolution. La grande réforme fiscale, on l'attend toujours. C'est une forme de révolution. La taxation des revenus du capital au même niveau que les revenus du travail, c'est une révolution. La preuve, c'est que ça n'avait jamais été fait auparavant. Alors la question, c'est comment on trouve les moyens les plus justes de faire en sorte que ce soit la rente qui soit taxée et pas le risque. Eh bien, ça se fait forcément par une série de tâtonnements, c'est-à-dire qu'on recherche la solution la plus juste. Et cette solution la plus juste, aujourd'hui, elle n'est toujours pas, en quelque sorte, écrite, puisqu'elle se discutera aussi dans le débat parlementaire, et que c'est à ça que sert le débat parlementaire. Est-ce qu'elle ne se traduit pas, ou est-ce qu'elle n'a pas l'air, en tout cas, parce qu'elle a vraiment l'air de se traduire par une série d'ajustements qui peuvent être vécus comme des reculs. Donc il y a eu cette affaire de plus-value de cession des entreprises, et voilà que ce matin, dans Libération, ce que j'ai pu lire, c'est-à-dire que maintenant, il y aurait le retrait de la tranche de 20% de la taxe sur les salaires de plus de 150 000 euros, qui théoriquement était destinée à toucher votre ennemi, la finance. Écoutez, moi ce que je sais, c'est que, encore une fois, lorsqu'on procède à une réforme aussi importante et aussi nouvelle que celle-là, d'une certaine façon, on part à l'aventure. Donc c'est bien sûr facile de donner des conseils. Ce que vous dites, partir à l'aventure, alors qu'il y a eu 6 mois de campagne et que vous étiez prêt. Il y a eu 15 ans de préparation dans l'opposition. Il y a eu 6 mois de campagne, nous n'étions pas aux responsabilités, pardon Hubert Huertas, mais moi ce qui me fascine, j'aimerais beaucoup vous entendre par exemple dénoncer le fait que le gouvernement précédent, qui lui était aux responsabilités pendant la campagne présidentielle, ait pu faire des hypothèses de croissance aussi fantaisistes que celles qu'il a faites, alors qu'il était aux responsabilités et qu'il avait toute la matière et toutes les informations nécessaires pour dire la vérité. Il n'était pas bon. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes bon là. Vous prévoyez 0,8% de croissance l'an prochain et maintenant on en est à 0,2. D'un côté, vous avez, avec ce que faisait le gouvernement précédent et notamment ces hypothèses de croissance, mais aussi, j'allais dire, ces hypothèses de recettes prévues qui n'arriveront jamais, vous avez une forme d'insincérité. Et de notre côté, vous avez une équipe qui en effet était dans l'opposition, je vous le confirme, depuis 10 ans. Nous étions dans l'opposition. Nous n'avions pas forcément accès à toutes les données utiles pour rentrer dans les détails des ajustements indispensables à faire. Et maintenant, nous sommes au pouvoir depuis 4 mois. Et depuis 4 mois, nous avons déjà commencé à faire cette révolution fiscale, puisque vous regardez le collectif budgétaire qui a été adopté avant l'été. On l'a assez peu commenté, mais je suis désolée, c'est quand même la première fois qu'on taxe aussi fortement à la fois les dividendes, les grands groupes pétroliers, les grands groupes bancaires qui sont mis à contribution comme ils ne l'avaient pas été par le passé. Et donc nous continuons avec la loi de finances 2013 qui arrive, qui encore une fois n'est pas, je vous le confirme, stabilisée dans tous ces points, puisque c'est l'objet du débat parlementaire que de la stabiliser. Du coup, les observateurs et les économistes disent qu'il faut trouver de l'argent. Oui. Que ce budget amputé par cet aménagement 10 pigeons oblige à trouver de l'argent ailleurs. Jérôme Cahuzac l'a confirmé, en effet, il va falloir trouver de l'argent. Pourquoi ? Parce que nous tenons
à notre objectif, en effet, de réduction des déficits. On vous reproche de ne pas y tenir tant que ça, cet objectif. C'est ça qui, en fait, même pose un problème politique. C'est une brèche ouverte, au fond, dans le principe d'égale taxation, vanté par François Hollande, entre taxation du capital et du travail, qui est un des fondements, au fond, de la politique fiscale. Pardon, Marc Boilcher, mais il est là le malentendu. En fait, le malentendu, il est sur ce que nous entendons par égale taxation des revenus du capital et revenus du travail. Nous entendons par là taxer la rente autant que le travail. Nous n'entendons pas par là taxer le risque. Ce qu'on appelle le risque, c'est en effet, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est ces investisseurs qui vont permettre à une entreprise de décoller et qui s'attendent finalement à être payés en retour pour avoir pris un risque dans lequel ils auraient pu être lourdement perdants. Ça, il faut évidemment des aménagements pour éviter de dissuader les investisseurs d'investir. En revanche, lorsque un certain nombre de grandes fortunes, eh bien finalement, peuvent dormir tranquillement en attendant de voir tomber les intérêts de leur patrimoine et ce qu'on appelle la rente, eh bien là, il n'y a pas de raison de ne pas les faire contribuer à l'effort collectif autant qu'on le fait avec les salariés ou avec d'autres. Enfin, voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Vous parliez il y a un instant de sincérité ou d'insincérité budgétaire et vous réclamez de la sincérité budgétaire. Oui, je crois. Vous avez vu que le FMI, cette nuit, donc c'est tout chaud ou tout frais, je ne sais pas quel adjectif choisir, qui dit que la crise va s'aggraver, qu'elle va empirer sans mesure immédiate, donc il y a urgence, et quant à ces prévisions de croissance, y compris au niveau du continent européen, y compris au niveau de la zone euro, et en ce qui concerne la France, nous ne serons pas au 0,8%. Est-ce que vous n'êtes pas en train, avec difficulté, d'adopter un budget qui est d'ores et déjà caduque? Voilà, c'est notamment Christine Lagarde, à la une du Figaro Économie, l'institution, le FMI, sonne l'alarme sur la récession mondiale. Vous savez, nous avons procédé aux ajustements de nos hypothèses de croissance quand il fallait le faire. Nous l'avons fait pour l'année 2012, nous l'avons fait pour l'année 2013. Nous étions partis de 1,3, nous sommes arrivés à 0,8 pour l'année 2013. Donc, je crois que nous avons démontré notre capacité, j'allais dire, à être réaliste d'une certaine façon. Maintenant, est-ce que la politique, ça n'est que le réalisme? La politique, c'est quand même aussi le volontarisme. Et nous sommes là pour forcer les choses, forcer le destin. Sinon, ça ne sert à rien. Il n'y a plus besoin de responsables politiques. Il suffit de gestionnaires. Il faut des responsables politiques. Pourquoi ? Pour mener des politiques déterminées en faveur de la relance de la croissance. Lorsque nous faisons par exemple les emplois d'avenir que nous venons d'adopter, que nous allons faire les contrats de génération, que vous remettez toute une classe d'âge en emploi, que vous ouvrez le dispositif crédit impôt recherche aux PME pour leur permettre d'innover davantage, etc. Ce que vous attendez en retour, c'est qu'il y ait de la création d'activités, une relance de la croissance et donc que vos prévisions de croissance soient tenues. Je veux dire, les prévisions de croissance, ça n'est pas qu'une donnée exogène qui vous tombe du ciel, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir, sinon alors on arrête tous de travailler. Vous pourrez échapper à la profondeur de la crise que vous reconnaissez maintenant, hein. Vous admettez qu'elle est extraordinaire. Mais on l'a jamais nié, la crise. Vraiment, je vous demande d'en finir avec ce discours parce que... Est-ce que la question en creux, Belkacem, n'est pas au fond de se dire que finalement ce gouvernement-ci, mais comme d'autres, finalement, s'attaque à des sujets sur lesquels il est obligé de revenir ensuite, comme la question des entrepreneurs, et ne s'attaque moins visiblement, peut-être que c'est un défaut de communication, enfin je ne sais pas, je vous laisse, à la question de la dépense publique. Alors, nous nous attaquons... Est-ce que en creux, c'est ça qui peut se poser? Non, je ne peux pas vous laisser dire ça non plus. J'ai bien entendu votre propos tout à l'heure, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. L'effort est justement réparti en 3 blocs. François Hollande l'a dit. 2 tiers d'impôts, 1 tiers d'économie. Bah oui, si c'est pas très juste. Si vous voulez, Fillon, à chaque fois, il présentait son système avec 50-50. Ça passait mieux sur le plan de la communication. Si on considère ceux qui vont faire ces efforts, on peut parler de 3 blocs. Le premier bloc, c'est en effet l'État, c'est la puissance publique. Le deuxième bloc, ce sont les entreprises. Et le troisième bloc, ce sont les ménages. 10 milliards pour chacun de ces 3 blocs. S'agissant de l'État, je tiens à insister sur ce sujet. S'agissant de l'État, 10 milliards d'euros d'économie, c'est un effort qui n'avait jamais été réalisé. Jamais.
Alors moi, je veux bien qu'on soit jamais content de ce qu'on fait, mais enfin, c'est un effort considérable. Ça signifie, compte tenu des priorités que nous nous sommes fixées, puisque nous avons dit qu'en matière d'éducation, de justice, de police, nous préserverions les moyens et même nous les renforcerions, ça signifie que pour les autres administrations que ces trois-là, eh bien, les efforts sont particulièrement importants. Prenez-en conscience. Et chacun des ministres, je peux vous dire, a fait l'effort d'interroger la pertinence de ces politiques publiques, de voir comment est-ce qu'on pouvait peut-être mettre fin aux doublons avec des agences qui faisaient le travail des administrations et qui coûtaient autant, voire plus. Comment les collectivités locales peuvent être mises à contribution, et d'ailleurs elles le seront puisqu'on va avoir un gel des dotations aux collectivités locales dès cette année. Tout ça, concrètement, ça veut dire des moyens en moins pour assurer du service public. Ça veut dire, bien sûr, des moyens en moins pour faire la chasse au gaspillage aussi, parce qu'il y avait des gaspillages dans l'État, et ça, c'est une nécessité absolue, et il en reste sans doute, et il faudra être très ferme avec ces gaspillages. On a fait un livre, entre autres, sur... Absolument, mais ça veut dire aussi, quand on fait des économies aussi importantes que celle-là dans la puissance publique, des services publics en moins, parce que, au fond, à quoi sert la puissance publique? À garantir sur tout le territoire une égalité d'accès à l'école, à la santé, etc. Ensuite, pour le reste, encore une fois, n'oubliez pas que le système que nous avons choisi avec toutes les insatisfactions que vous évoquiez tout à l'heure pour votre part, le système que nous avons choisi a permis aux Français d'échapper à ce à quoi normalement ils auraient dû se plier, à savoir un impôt très large sur une assiette très large qui s'appelle la TVA sociale et qui aurait dû les affecter à partir d'octobre pour quelques 12 ou 13 milliards d'euros et qui aurait ponctionné en particulier les classes populaires et les classes moyennes. Pourquoi en particulier les classes populaires et les classes moyennes? Parce que c'est l'impôt le plus injuste qui soit que la TVA, dans la mesure où, évidemment, en fonction de votre revenu, ça se voit plus ou moins dans votre consommation. Voilà. Autre sujet d'actualité, Madame la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, le terrorisme, dimanche dernier, enfin avant-hier, François Hollande a annoncé l'envoi rapide au Parlement d'un projet de loi antiterroriste, après donc la mise en garde à vue de 11 islamistes présumés. Hubert Huertas. Bon, la question préalable, c'est donc, il s'est passé ce qui s'est passé, il y a une loi derrière, est-ce qu'on ne refait pas le principe de une émotion, une loi? Najat Vallaud-Belkacem. Non, parce que d'abord ce projet de loi présenté en Conseil des ministres permettant de mieux lutter contre le terrorisme, donc présenté en Conseil des ministres mercredi dernier, était prévu de longue date. Il a été travaillé, d'ailleurs je le sais pour l'avoir un peu suivi, il a été travaillé cet été entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Donc il ne s'agit absolument pas de profiter d'un fait divers, mais de répondre à une ardente nécessité sur notre territoire, qui est la lutte contre la radicalisation et le basculement vers la violence terroriste, en donnant au pouvoir public les moyens d'agir aussi bien administratifs que judiciaires. Donc vous avez dans ce projet de loi qui sera bientôt discuté devant le Parlement et nous l'espérons adopté avant la fin de l'année, la possibilité notamment de poursuivre pour actes de terrorisme des ressortissants français qui seraient allés s'entraîner dans des camps d'entraînement terroristes à l'étranger, même s'ils n'ont pas commis d'actes répréhensibles sur le sol français. Vous avez aussi la possibilité, qui est conservée jusqu'à 2015, d'accéder aux communications électroniques d'un certain nombre de personnes suspectées d'actes de terrorisme pour finalement anticiper très en amont ce parcours de radicalisation et l'éviter. À propos de ces actes, à propos du climat qui en France en ce moment, on a beau ajouter un isme au mot de islam, on a beau préciser qu'il est radical, on a beau dire toujours qu'il ne faut pas faire l'amalgame, est-ce que l'impression générale n'est pas, au bout du compte, une grande tension très clairement autour de l'islam en France? Najat Vallaud-Belkacem. Votre question est pertinente. Si vous me permettez. C'est pour ça que, pour ce qui me concerne, je préfère parler de djihadisme quand je parle de ces phénomènes-là, parce que le djihadisme s'entend pour moi comme... C'est pas le même mot, et c'est clairement le fait de partir en guerre au nom de l'islam. Et il y a le mot guerre dedans. Cela étant, je pense que...
je ne pourrais pas m'exprimer en leur nom, mais ce qu'on constate quand même ces derniers temps en France, c'est que les musulmans dans leur ensemble se sont totalement démarqués des actes radicalistes, quels qu'ils soient, terroristes. Ils se sont même démarqués d'un certain nombre de réactions spontanées aux films anti-islam. Plus fort, vous avez entendu les mêmes voix que moi. Écoutez, moi je pense qu'ils ont vraiment fait preuve d'un esprit de responsabilité et d'apaisement que j'aimerais voir partout, y compris chez certains responsables politiques parfois. Ça pose quand même la question de la radicalisation en prison. On voit avec les cas qui nous sont soumis là, on voit des gens qui n'étaient pas du tout musulmans en rentrant en prison, que c'est des petits délinquants en réalité qui se prenaient pour des rappeurs, et que progressivement en prison, ils se sont radicalisés sous l'influence d'aumôniers autoproclamés. Je me souviens qu'on avait fait une émission à Fleury-Mérogis avec France Culture, et qu'on avait interrogé le responsable des imams de Fleury, et nous avait dit qu'effectivement, il y avait des salafistes qui prônaient un islam de leur confection extrêmement dangereux, et que ces imams autoproclamés avaient une influence délétère sur un certain nombre de prisonniers. Et on en voit les faits aujourd'hui. Est-ce qu'il ne serait pas temps de multiplier ces imams et de les contrôler un peu mieux dans les prisons françaises ? Moi, ce qui me surprend, je vais vous dire, c'est que j'ai l'impression que c'est un serpent de mer. Ça fait combien d'années qu'on évoque la question de la formation des imams ? Et cette question de la formation des imams vaut aussi pour les aumôniers, vous avez absolument raison. Il n'y a pas de raison que certains territoires soient exclus de la République. Les prisons ne sont pas exclues de la République. Et donc, ce qui me surprend, c'est qu'on ne soit toujours pas passé à l'action. Donc oui, je vous confirme que le ministre de l'Intérieur a décidé de travailler sur ce sujet. Vous l'interrogerez plus en détail. Et je vous confirme qu'à titre personnel, il me paraîtrait vraiment de bonne aloi qu'on puisse avoir une forme de transparence sur la formation de ceux qui ensuite vont prêcher et qui peuvent produire le meilleur comme le pire, car certains imams produisent le meilleur aussi. Je pense qu'il faut faire attention à nos discours. Vous aviez raison de parler d'amalgame tout à l'heure. Et donc, voilà, ouvrons cette formation, cette possibilité et incluons-y les aumôniers. Allez, un nouveau volet dans les matins de France Culture avec vous, Najat Vallaud-Belkacem, ministre du droit des femmes, porte-parole du gouvernement. Le climat politique, Hubert Bertas. Un volet qui est peut-être pas tout à fait étranger au précédent non plus. Donc une affaire de climat et de climat politique. Vous avez probablement lu la tribune de Nathalie Kosciusko-Morizet dans le Figaro hier. Je la citais tout à l'heure dans le billet. Je citais les adjectifs. Elle est réputée ne pas être la plus dure à droite et ses propos sont extrêmement durs. Est-ce que vous considérez qu'il y a une tension exceptionnelle au niveau du discours politique? Et si vous le considérez, pourquoi? Comment vous l'analysez? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Moi, cette tribune m'a pour le moins surprise venant de cette personnalité politique-là. Et en même temps, quand vous considérez les dérapages langagiers récurrents au sein de la droite ces derniers temps, dans un contexte certes de bataille interne entre Jean-François Copé et François Fillon, mais enfin la bataille interne n'excuse rien. Donc quand vous considérez ces dérapages récurrents, finalement cette tribune n'a sans doute pas de quoi nous surprendre. C'est-à-dire que aujourd'hui la droite finit par remettre en cause la légitimité de ceux qui ont été élus le 6 mai dernier, c'est-à-dire François Hollande, puis le gouvernement qu'il a formé et sa majorité au Parlement. Il y a quand même un problème, c'est que, à ce que je sache, ce sont toujours les urnes qui, dans ce pays, font la légitimité des responsables politiques et ça n'est pas à la droite de considérer que telle ou telle majorité est légitime ou ne l'est pas. Donc je crois que Nathalie Kosciusko-Morizet s'est perdue dans des errements auxquels elle ne nous avait pas particulièrement habitués et que ça n'est pas digne d'elle, ni de la politique d'ailleurs, ni de l'image que l'on doit donner collectivement aux Français, en particulier dans ce climat, ce contexte de crise où les Français doutent. Vous allez réagir comment? Vous en avez parlé entre vous, au gouvernement, au Parti socialiste. Vous allez laisser filer ou vous allez répondre, et comment? Najat Vallaud-Belkacem. Mais vous savez, cette tribune est de l'ordre de l'insulte et de l'injure. Cette tribune, on parle du climat général, il y a un climat de montée. Général. Voilà.
Donc en tout cas, pour finir sur la tribune qui relève davantage de l'insulte et de l'injure que du débat politique posé, je ne suis pas sûre qu'elle mérite réponse. Les Français se feront leur propre avis. Pour ce qui est du climat politique, depuis que nous sommes aux responsabilités, je crois que nous avons démontré combien le rassemblement des forces vives de ce pays était une priorité pour nous. Vous l'avez vu, on nous l'a parfois reproché d'ailleurs, pour préparer nos décisions économiques, nos décisions sociales. Nous avons opté pour la concertation. Oui, nous avons opté pour la concertation. Le rassemblement, c'est Pascal Durand aujourd'hui, le secrétaire national d'Europe Écologie, qui dit « on n'y est pas dans les 3%, on n'y sera pas, c'est un leurre ». Ça, c'est une gauche vraiment plurielle, là, hein, parce que vous venez de nous dire, vous, que les 3% c'est un objectif du président de la République et qui serait atteint coûte que coûte, et vous avez là le principal responsable d'un des partis de la majorité gouvernementale qui nous dit que c'est un leurre et qu'on n'y arrivera pas. Moi, je vous dis que c'est un objectif. Je vous dis que c'est un objectif et que c'est rendre service aux Français que de se fixer cet objectif-là. Encore une fois, il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi on se fixe des objectifs qui peuvent paraître ambitieux, mais ayons de l'ambition. C'est pour cela aussi que nous avons été élus. Et nous fixons cet objectif-là pour éviter d'abord, encore une fois, de consacrer autant d'argent à rembourser les intérêts de la dette. Et puis, deuxièmement, de laisser une ardoise de plus aux générations qui viennent, aux jeunes qui viennent. Ça fait des décennies que l'on dit... ça fait désordre hein, quand un parti gouvernemental prend de telles positions. Enfin, je laisse la responsabilité de ces propos à Monsieur Durand, mais en tout cas, je peux vous confirmer que s'agissant du gouvernement, nous n'avons pas changé d'objectif et que nous ferons tout pour le respecter. Focus sur un sujet qui vous tient à cœur, Najat Vallaud-Belkacem, puisque c'était au fond une de vos toutes premières déclarations en tant que ministre des droits des femmes. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seulement, si j'ose dire, porte-parole du gouvernement, mais ministre des droits des femmes. C'est la question, c'est un focus, c'est pour savoir le suivi sur la question de la prostitution. Vous aviez affirmé en juin vouloir abolir la prostitution, ce qui avait suscité de nombreuses réactions, de très nombreuses réactions de soutien à votre propos, mais aussi des réactions en opposition, comme celle du STRAS, du syndicat des prostituées, donc le syndicat du travail sexuel. Et puis, on a vu ça et là des tribunes, beaucoup surtout d'ailleurs dans le monde, comme celle de Dominique Noguez, comme celle d'Arismendi Ruben, ou celle encore d'un doctorant à l'Université du Québec à Montréal, Alban Kettel-Buters, qui donne son point de vue au micro de Tanguy Bloom. Ça me paraît totalement liberticide. Je ne vois pas au nom de quoi l'État, le politique, devrait légiférer la sexualité des individus, par ailleurs lorsqu'ils sont consentants. Et d'autre part, il y a une grande simplification de ce qu'est la prostitution. Dans le discours que l'on entend régulièrement, la prostitution est exclusivement féminine, par exemple. Et elle est exclusivement contrainte, forcée, elle est assimilée à l'esclavage sexuel qui existe par ailleurs. La ministre et beaucoup d'autres associations des femmes, des féministes, en proclamant, en proposant et en martelant qu'il faut abolir la prostitution, ne cessent de lier la prostitution à la féminité, ce qui est une escroquerie intellectuelle véritablement, et par ailleurs n'entre pas du tout dans un débat pragmatique et concret, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va cesser de considérer les prostituées comme des enfants irresponsables, car ce sont, comme le disait Elisabeth Badinter, les seules personnes dans la démocratie française que l'on considère encore aujourd'hui comme des enfants irresponsables. Quand est-ce que des citoyennes qui choisissent, sans être contraintes par un tiers, de se prostituer librement, d'exercer cette profession, quand est-ce qu'on va les encadrer? Et ce serait tout l'objet d'un gouvernement socialiste, d'encadrer, de réguler, de proposer des droits sociaux, par exemple, de donner à la prostitution une perspective vraiment professionnelle, avec des individus, hommes ou femmes, qui ont des droits, qui ont des suivis, qui sont reconnus, qui ne sont pas laissés dans la nature. Et la prostitution, encore une fois, ne disparaîtra jamais du globe. Alors à partir de ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté de disposer de son corps figure. Bon, quelle est la réalité effective de tout ça? Voilà, Alban Kettel-Buters au micro de Tanguy Bloom qui avait publié un article dans Le Monde daté du 23 juillet dernier. Najat Vallaud-Belkacem. Écoutez, moi je vais demander à vos auditeurs directement de réfléchir simplement quelques instants à cette question simple. À votre avis, y a-t-il davantage de personnes en situation de prostitution qui sont victimes de violences, victimes de la traite,
sous le joug d'un proxénète ou davantage de personnes en situation de prostitution qui le choisissent librement et qui en ont fait une activité comme une autre? La réponse est d'une telle évidence. Peut-être que ça existe, les gens qui choisissent librement de se livrer à la prostitution, mais c'est une infime minorité. Et moi, ça n'est pas mon sujet. Et je ne veux plus me perdre en querelle sur le choix, la liberté, etc. Parce que ces querelles-là nous éloignent des vrais sujets. Qu'est-ce que c'est les vrais sujets? Les vrais sujets, ce sont les violences. La violence que constitue la prostitution pour l'immense majorité des prostituées en France. Il se trouve que l'immense majorité, n'en déplaise à monsieur, ce sont des femmes. Il se trouve que l'immense majorité... Est-ce qu'il faudrait, parallèlement à cela, travailler aussi, après tout, sur une reconnaissance de ce travail-là, quand il est librement consenti, pour un accompagnement social que réclament souvent, on l'a vu en Europe, en Grèce, des manifestations de prostituées s'estimant abandonnées et mises en danger par le fait qu'on les repousse de loin en loin. Mais la question, c'est au fond, dès lors que vous considérez que la prostitution est avant tout, c'est mon cas, une violence faite aux femmes, que vous la caractérisez comme telle, ce que fait notre pays, la France, depuis des décennies. Depuis 1960, nous n'arrêtons pas de signer des conventions internationales dans lesquelles nous disons notre volonté d'abolir la prostitution. C'est ça qui m'a surprise au moment des réactions que vous évoquiez tout à l'heure suite à mon interview. C'est que visiblement, les observateurs avaient oublié ce point. La France est en matière de prostitution abolitionniste depuis des décennies. C'est-à-dire que nous voulons nous donner les moyens de faire reculer un système qui est une atteinte à la dignité des femmes. Eh bien, à partir du moment où vous voulez donc faire reculer ce système, il faut s'interroger sur les moyens les plus efficaces pour le faire. Est-ce que régulariser cette activité, réouvrir les maisons closes comme le proposent certains, en faire une activité reconnue, un métier, pourquoi pas avec une formation, comme le proposent certains d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne façon de lutter contre ce phénomène qui est d'abord une violence? Ou est-ce que la meilleure façon de lutter contre ce phénomène, ça n'est pas plutôt de responsabiliser la société, de ne pas laisser les femmes en question et les personnes en situation de prostitution livrées à elles-mêmes et à leurs proxénètes, d'être là en effet pour les accompagner, pour les sortir de ce statut à la fois de victimes et de coupables dans lequel elles sont aujourd'hui. Et j'en profite pour dire que le délit de racolage passif qui a été installé par le gouvernement Sarkozy est une erreur pour moi et qu'il va falloir y mettre fin. Je suis pour l'abrogation de ce délit, car si je considère que les prostituées sont des victimes, nous n'avons pas à leur imposer une double peine en les pénalisant elles. Elles estimaient, dans le témoignage qu'on a pu lire, qu'elles étaient très pénalisées par ça. Évidemment, en revanche, le rôle de la puissance publique, ça doit être de tout faire pour les aider à se réinsérer dans une autre vie professionnelle, accéder à un logement, accéder à des papiers, car l'immense majorité, là encore, on ne l'a pas dit, sont des étrangères en situation irrégulière. C'est là-dessus que vous voulez intervenir, Brice. Oui, très court, on arrive au bout de l'émission. Il y a des mots, et puis il y a les faits. Les faits, c'est qu'effectivement, des dizaines, des centaines, dit-on, de milliers de femmes venues d'Afrique et d'Europe de l'Est sont aujourd'hui victimes d'une traite qui s'apparente à l'esclavage, il faut appeler les choses par leur nom, puisqu'elles sont battues, violées et parfois tuées pour celles qui refusent de se soumettre à ces marchands de chair humaine. Il y a des mots, c'est interdire la prostitution, et puis il y a des faits. Voilà. Comment faire pour empêcher que l'Europe réunifiée soit le cadre d'un tel trafic d'êtres humains qui prend effectivement des allures d'esclavage? Qu'est-ce que vous attendez pour prendre des mesures pour qu'effectivement les filles ne soient plus battues et tuées sur les routes qui vont d'Ukraine ou Macédoine vers la France, l'Italie et l'Allemagne? Je vous demanderai, hélas, une réponse assez courte puisque c'est la pendule qui tourne. Non, mais d'abord, vraiment, je voudrais vous remercier parce que vous posez enfin la seule question qui vaille. C'est pour ça que je connais ce qui s'y passe. Eh bien, merci de l'avoir posé en des termes aussi simple. Voilà quelle est la réalité de la prostitution. La réalité de la prostitution, c'est que l'espérance de vie des prostituées est en moyenne 40% inférieure à celle de la population. Donc moi, quand j'entends dire que c'est un choix, une liberté, et qu'il faudrait le soutenir et l'encourager, j'ai un peu de mal, je vous l'avoue. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez raison, beaucoup de choses se jouent au niveau européen. Et c'est pour ça qu'il y a à renforcer le rôle des institutions européennes, Eurojust par exemple, Europol, pour lutter contre la traite davantage qu'on ne le fait aujourd'hui. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui passent par un certain nombre de principes édictés par les législations nationales, et je pense que le principe qui consiste à dire nous devons réduire le nombre d'entrées en prostitution en faisant de la prévention, de la communication sur ce qu'est la prostitution, qui n'est pas une activité comme une autre, et nous devons démultiplier les portes de sortie de la prostitution en aidant, en y mettant y compris les moyens financiers, moi j'insiste là-dessus, en aidant les prostituées à avoir une autre vie et à sortir du joug de leur proxénète, eh bien je pense que c'est un discours qu'il faut tenir.